moi je suis accompagnateur en montagne. Je m'intéresse aussi aux questions d'environnement et de tourisme. Et je vais vous présenter donc un projet qui a été réalisé en 2018 et 2019 et qui se poursuit cette année, qui a lieu dans le massif de Beldon. Donc je vais présenter en fait un peu deux dimensions de ce projet. C'est à la fois une itinérance d'une semaine qui réunit des participants, des chercheurs, des associations, des acteurs de la montagne. Ça, c'est le projet vraiment sur le terrain. Et il y a une autre dimension qui peut, il me semble, être intéressante par rapport à la journée d'aujourd'hui, c'est voir comment on peut aussi du coup, parler de ces enjeux climatiques sur le terrain, mais aussi, une fois qu'on est allé sur le terrain, notamment sous forme de vidéo, sous forme de film. Donc peut-être pour mettre un peu dans l'ambiance, pour que vous voyez à quoi ça ressemble, on va diffuser une petite vidéo, c'est une espèce un peu de résumé du film, en vraiment très raccourci. Et donc, parce que du coup, le film, sinon fait 45 minutes, il va être diffusé notamment sur le campus le 4 mars, si ça vous intéresse de venir le voir. Et ce sera à Ève, à l'espace des étudiants, normalement, dans le cadre du festival Guillaume Aubert, le festival du campus écologique. Et donc, après cette petite vidéo, je présenterai un peu plus ce projet. Il y a aussi Thierry Lebel qui est dans la salle, qui pourra parler de son rôle sur le projet. Et puis, on pourra échanger voilà, pour répondre à vos questions par rapport au projet. Donc, c'est parti. Alors, on peut réserver au moins pour 5 personnes. La montagne nous raconte une histoire, notre histoire. Cet été, nous sommes partis à l'aventure près de chez nous, pour explorer la montagne qui nous entoure, avec envie de mieux la connaître, mais aussi de mieux comprendre l'impact de l'homme sur les territoires. Réchauffement climatique, exploitation de nature, menace sur la biodiversité. Ce n'est plus une découverte. Nous détruisons un peu plus chaque jour notre écosystème. 80% d'insectes en moins à l'échelle européenne. Tout seul, je n'y arriverai pas. Oui, je vais vous présenter un plan de l'université, mais très sincèrement, tout le monde s'en fiche, à part quelques-uns. Donc je veux simplement avoir un sursaut d'indignation et de réaction parce que l'humanité a une communauté d'origine avec le vivant et a une communauté de destin avec le vivant. J'ai besoin de chacun d'entre nous. Beaucoup n'y prêtent pas d'attention. J'avais la conviction qu'il fallait aller sur le terrain, au cœur des espaces que nous aimons voir, pour trouver les réponses. Alors, avec des scientifiques, des associations et des professionnels de la montagne, nous avons arpenté les zones. Sa nature sauvage. Ses richesses visibles et invisibles. Ses fragilités. Sans oublier son humanité. Cette terre en haut a tant de choses à nous dire sur nous-mêmes et sur la société locale. La montagne, elle peut nous sembler un des derniers lieux épargnés par la folie humaine. Mais c'est aussi un milieu des plus impactés par les bouleversements climatiques. Embarquez avec nous dans cette éco-traversée pour une immersion dans le monde de la montagne et dans toute
voilà pour la petite introduction. Donc c'est un projet qui a réuni un certain nombre de partenaires, donc, avec des chercheurs qui venaient de différents laboratoires, notamment de l'Université de Grenoble, aussi une personne de l'IRSTEA, des associations qui travaillent sur les questions d'environnement comme la LPO, des acteurs vraiment de terrain comme un garde de l'ONF, des gardiens de refuge, des bergers. Et donc le but c'est vraiment de se retrouver sur le terrain pour voir concrètement des enjeux qu'on peut trouver en montagne. Et il y a eu un certain nombre d'interventions du coup, qui étaient plus focalisées sur les questions de climat et de réchauffement climatique. Je pense que je vais diffuser maintenant, ça dure 4 minutes, c'est des petits extraits en fait qui montrent les échanges qu'il peut y avoir sur cette éco-traversée. Oui. Aujourd'hui, on a une intervention sur le glacier. Je pense que ça va être une belle journée. Sur la météo, il est prévu normalement que ça se couvre un peu en fin de journée avec des orages. Mais c'est assez tard, donc on ne devrait pas être ennuyé par rapport à ça. On parle souvent de climat et météo, mais je ne sais pas si vous voyez une différence entre ces deux termes. La météo, c'est à quelques jours ou quelques semaines. Souvent dans les médias, il y a quand même des grosses confusions. En fait, quand on parle de climat, c'est des processus globaux, donc à l'échelle du globe, c'est-à-dire que c'est un changement de température à l'échelle de toute la planète, et c'est sur des longues durées. Donc on dit qu'il faut au moins attendre 30 ans pour conclure sur le climat. La météo, c'est quelque chose qui est beaucoup plus court, donc par exemple, voilà, aujourd'hui il fait beau, il n'y a pas de nuages, c'est de la météo. Donc du coup, on sort un peu de ce cadre, même si évidemment il joue toujours un rôle, mais nous on a un rôle plus important en ce moment. Le grand pic ici, le glacier de Prédas, vers le début des années 80, il y avait une langue qui était un peu plus prononcée, donc il devait sauter de haut. Là, plus on monte dans le temps, plus il était grand, et puis juste avant le quittage glaciaire, ils vont trouver la plante. Il y a beaucoup d'accumulation qui provient d'avalanches, et en plus il est très enclavé, donc en fait le glacier de Prédas, s'il n'y avait pas le grand pic et pas les grandes pentes autour, il n'aurait déjà pris depuis longtemps. Donc c'est un peu glacier relique dans le sens où même son altitude maximum est très très faible par rapport à d'autres glaciers dans les Alpes, et il est là uniquement, qui est au final assez commune. On voit qu'il y a eu des fluctuations avec des réchauffements, des refroidissements. Et puis à partir du début de l'ère industrielle, fin 19e, la température augmente de manière quasiment exponentielle, et c'est quelque chose qui augmente encore plus rapidement. Le fait que l'homme ait un rôle là-dedans, du côté scientifique, c'est indiscutable. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est la rapidité. C'est ce trait rouge là qui monte d'une façon extrêmement rapide et qui veut dire que les espèces vivantes vont devoir s'adapter à un signal qui change très brusquement. Plus 1 degré, on peut discuter. Demain, on pourra avoir, pour vous, plus 1 degré. Là, vous avez la doudoune, il fait froid. Vous dites si c'est 1 ou 2 degrés de plus, finalement, ce serait pas mal. On pourra discuter de ce que ça veut dire pour d'autres pays dans le monde, d'autres régions du monde où il fait déjà 44-45, et si vous augmentez de 1 ou 2 degrés, voilà. C'est 3 degrés qu'on appelle clim normal. On va pas parler vraiment encore de ça. Vous réchauffez, donc le glacier commence à fondre, sa ligne d'équilibre remonte. Au début, c'est peut être relativement progressif, à peu près régulier. Et il y a un moment donné, quand la surface de la glace va devenir assez petite, comme on a un cirque de neige derrière, imaginez que ce soit de la glace, bon là c'est de la neige. Si vous remplacez cette neige par du rocher autour, la neige qui est blanche de la glace, elle réfléchit le rayonnement solaire. Là, quand vous remplacez par du rocher qui est sombre, au contraire, les surfaces noires, elles absorbent le rayonnement, donc ça va se mettre à chauffer de plus en plus. Et au bout d'une certaine taille critique, la fonte va s'accélérer et à un moment donné, en 3-4 ans, il va disparaître. Et si vous voulez recréer le glacier, il ne suffirait pas de revenir aux conditions de température où il existait encore, où il était encore à peu près à l'équilibre. Comme si vous aviez 2 vallées, la pente est très douce, et puis de l'autre côté, vous avez une pente très raide, vous allez basculer de l'autre côté,
Et pour revenir ici, vous ne pourrez pas remonter cette pente, il faudra que vous trouviez un autre itinéraire qui vous permette de revenir dans l'autre vallée. La notion de point de bascule associée au changement climatique est quelque chose qui fait l'objet d'assez nombreuses recherches. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point de bascule. Sur Delta, c'est un petit peu ce qu'on a discuté de la journée, un peu comme dans tous les arts, on a un réchauffement mesuré qui est de l'ordre de 1,5 à 1 degré. C'est quand même pas immédiat, c'est deux fois plus grand que le réchauffement mesuré à l'échelle planétaire, qui est de l'ordre de 1 degré. Il y a évidemment la première conséquence, c'est sur l'enneigement, remontée de la limite lunaire-hiver, et ça a des impacts assez importants aussi au niveau de la législation sur ce qu'on appelle la remontée de la ligne du combat, la remontée des arbres dans la ligne. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une sorte de grenouille. Vous mettez la grenouille, elle est en l'eau, et elle ne se rend pas compte en fait de la température augmente au moins de temps. Voilà, bon, c'est un petit clin d'œil sur la grenouille. Voilà. Et bah, du coup, peut-être que Thierry, tu peux présenter un peu quel était ton rôle et pourquoi tu as choisi de participer au projet. Et puis après, on pourra développer. Le mot très rapidement. L'histoire de la grenouille, c'est marrant, je sais pas si on va parler. Et quand ça m'est parlé tout à l'heure, je me disais, je ne sais même pas si quelqu'un a jamais fait l'expérience. C'est Al Gore dans son film qui avait dit ça, mais c'est devenu assez populaire. Plus sérieusement, bon, il se trouve qu'on est assez sollicité en tant que scientifique climatologue pour faire de la communication grand public. Je ne sais plus comment j'étais rentré dans la boucle de cette initiative, ça m'avait bien plu parce que je trouvais ça intéressant de passer un peu du temps à l'écouter environnement, c'est sympa de parler de science en montagne. C'est surtout d'accompagner les gens pendant des participants, alors moi je n'ai pas participé aux 5 jours, mais on passe quand même du temps, et donc on illustre avec le paysage environnant, après on peut poser des questions, on peut y revenir. Donc il y a un échange qui s'établit dans la durée. Vous voyez bien que, je pense que ça a été bien illustré par les deux présentations qu'on a eues ce matin, c'est des sujets qui sont assez compliqués, dans lesquels on est obligé d'apporter quand même pas mal de nuances. Et donc échanger dans la durée, c'est bien, parce que ça permet aussi à chacun de réfléchir, d'intégrer ce qu'il a entendu, de revenir en posant des questions. Et donc, l'échange dans la durée, je trouve, il est très intéressant de ce point de vue-là. Alors, évidemment, c'est un peu un luxe. Hein. On ne va pas faire de la communication auprès du très grand public uniquement avec ce genre d'initiative, mais disons que personnellement, je trouvais ça bien. La deuxième chose, c'est que dans les 12 extraits qu'a choisi Vincent, moi, je travaille sur le cycle de l'eau dans les tropiques. Hein. Et ce que vous regardez, c'est que je parle essentiellement de choses qui ne sont pas du tout mes sujets de recherche. C'est-à-dire que pour moi, il y a deux aspects très importants. La première, c'est ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, c'est la vision systémique de ce que c'est le changement climatique et toutes ses implications. Et la deuxième, c'est aussi l'élargir. C'est-à-dire que la revue de presse que nous a présenté les traits, milieu alpin, etc. Je pense qu'on peut être dans les Alpes. On peut, donc Lucas Navas, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a fait toute la partie de la sociologie avant moi, lui, il a vraiment parlé du milieu alpin et du milieu de montagne. Moi, j'étais là, je parlais d'autre chose. Mon objectif, c'était de faire comprendre aux gens que le réchauffement climatique, c'est un problème global, que certes, dans les Alpes, il y a des vrais enjeux économiques, mais qu'il y a des enjeux colossaux, bien plus importants ailleurs dans le monde, et que je pense que c'est très important que les gens aient conscience de ça. C'est-à-dire que quand on parle, par exemple, d'adaptation au réchauffement climatique, les attitudes de sécurisation économique, la neige artificielle, par exemple,
ou la spéculation immobilière qui consiste à dire que dans les stations de ski, finalement pour que les stations de ski soient viables aujourd'hui, c'est pas tellement l'activité de ski qui compte, c'est l'immobilier. De faire comprendre aux gens que ces activités de sécurisation économique, elles sont fondamentalement, elles vont à l'encontre de ce qui serait de l'atténuation, c'est-à-dire qu'en fait, quand on déconne, quand on monte de la neige, de l'eau en altitude, on dépense de l'énergie, et on sait qu'aujourd'hui, si on veut faire face à ces problèmes, il faut avoir des attitudes de sobriété. Et de comprendre qu'actuellement, il y a dans le monde des gens, c'est leur survie même, hein, c'est leur survie physique qui est en jeu face au réchauffement climatique. Ça, je pense que c'est l'enjeu très important et qu'on peut communiquer là-dessus, y compris dans un cadre qui est par contre un cadre assez local, assez régional, mais que c'est intéressant ce que tu disais en disant élargir la communication sur ces objets-là, pas rester tout le temps dans le sillon du le tourisme, l'activité de neige, qui sont très importantes hein, pour la région. Mais cette occasion d'échanger avec les participants pour élargir un peu leur vision des enjeux autour du réchauffement climatique. Merci. Peut-être pour rajouter, par rapport à ce projet, moi ce qui m'a intéressé, c'est à la fois la dimension de pouvoir aller sur le terrain pour échanger sur des choses qu'on peut voir en montagne liées au réchauffement climatique ou des choses qu'on peut ne pas voir, parce que par exemple si on va parler du tétralyre ou du lagopède, ça risque d'être dur de le voir en général, et du coup on a des gentils amis qui font des films animaliers qui nous donnent des images. Mais on peut quand même parler avec des gens qui sont sur le terrain, qui s'occupent de ces questions-là, de voir comment on peut favoriser le maintien du tétralyre, par exemple, sur un territoire. Et ce que je trouve intéressant, ça a été souligné par Thierry, c'est le fait d'être ensemble sur une semaine, ce qui permet en fait d'aborder un certain nombre d'enjeux, parce que le climat c'est une question complexe, et le fait de pouvoir aborder ça sous différents angles et pendant une semaine, je pense que ça favorise la compréhension du problème par rapport à si on va juste je sais pas, faire une conférence d'1 heure sur le climat, on peut pas tout voir. Voilà. Après, au-delà de l'expérience de terrain, ce qui m'intéressait aussi, c'est de voir comment on pouvait partager des messages qui actuellement sont diffusés par des scientifiques, mais qui peuvent peut-être parfois rester trop dans les laboratoires. Donc c'était aussi l'objectif du film. Et après pour ça, on ne peut pas tout mettre dans un film de 45 minutes. D'ailleurs, là, les images que vous avez vues, la plupart ne sont pas dans le film en fait. Mais pour moi, ce qui était important, c'est de voir comment on peut aussi, dans un film, essayer de mettre un récit autour des questions d'environnement, de climat. Parce que, comme ça a été déjà dit ce matin, si on dit juste c'est catastrophique, il y a un réchauffement, on va tous mourir, du coup c'est un peu dur d'accrocher les gens avec ça. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire avec les moyens qu'on avait. Oui, bonjour. Je suis Juliette Danet, je travaille au Conservatoire d'Espaces Naturels et dans le cadre du projet lui-même qui s'appelle Nature Adapt, j'ai fait une petite formation pour des accompagnateurs de moyenne montagne qu'on labellise pour qu'ils puissent leur passer justement des messages dans leur groupe quand ils partent dans les réserves naturelles. Alors moi c'était très court, on avait que 2 heures pour présenter le changement climatique et après on a eu une discussion avec eux sur qu'est-ce que ça change dans leur métier. Du coup je voulais un peu avoir votre réaction là-dessus. Il y a 2 choses qui m'ont beaucoup marqué. Il y a un des accompagnateurs qui a dit « Moi c'est compliqué, les gens ils sont en vacances, c'est compliqué de parler de ça. » Je voulais avoir votre réaction là-dessus, quelle est votre posture un peu. Et la deuxième chose, c'est des choses que même nous, on vit dans les échanges avec les habitants dans le projet, c'est quand ça part sur des débats de société. Qui est responsable Quand nous, on apporte là de la connaissance, voilà, les aciers, ceci, la biologie, cela, en fait les gens ils ne veulent pas s'arrêter à ça, ils veulent parler des solutions, du collectif. Et là, comment vous, en tant qu'accompagnateur, dans un groupe, vous gérez ça en fait? Parce que ça part en débat de société. Est-ce que vous avez connu ça lors de cette expérience-là?
Et quelle posture tout à chacun, enfin, c'est une question pour vous, mais aussi pour les chercheurs qui étaient là, comment vous en êtes sortis en fait pendant une semaine? D'accord. Alors sur la deuxième question, oui bien sûr, il y a des débats de société, il y en a eu pendant la semaine. Et bon, voilà, on a mis quelques extraits dans le film, mais moi c'est quelque chose qui m'intéresse en fait. Alors je sais pas si c'est du travail ou pas, mais c'est... Voilà, quand je suis avec les gens en montagne, ça m'intéresse de parler aussi d'autres choses que juste le milieu naturel, il y a un chamois, voilà. Et après, sur ces questions-là, on va répondre avec notre sensibilité, sur nos convictions. Et je pense que c'est toujours intéressant du coup de croiser les regards, d'avoir différents points de vue. Et moi, c'est des échanges qui m'intéressent. Après, sur l'autre aspect, la première question c'était sur... Si vos clients ils sont en vacances Ah oui, voilà. Et moi, en général, ça m'arrive quand même assez souvent de parler du réchauffement climatique parce que typiquement, si je vais aller faire... si je devais faire une rando le week-end dernier et qu'il pleuvait tout le week-end, il faut que j'explique qu'en ce moment c'est compliqué d'organiser des randonnées en raquette s'il n'y a pas de neige, ou si je suis sur le terrain, je vais expliquer comment la météo influe sur la neige qu'on va trouver sur le terrain, en faisant bien sûr la distinction entre la météo et le climat. Mais je pense que c'est des... en tout cas dans mon activité, je suis touché comme les guides, je suis touché par le réchauffement climatique, et c'est à travers ça en fait que j'en parle à mes clients. Après, j'ai pas forcément envie de rabâcher des choses là-dessus, mais s'il y a des gens qui sont intéressés pour en parler, ça m'intéresse d'en parler. Bonjour, je me pose la question de votre stratégie de sensibilisation, de mobilisation de votre public. Je me pose cette question parce que, par exemple, je travaille à la sensibilisation à la question de l'agriculture et de l'alimentation, qui n'est pas sans lien avec la question du réchauffement climatique, et on développe des choses dans les quartiers populaires. Et cette question de la manière de toucher des gens qui ne sont pas forcément sensibles spontanément à ces questions de transition écologique liées au changement climatique, c'est très difficile. Nous, on se pose énormément de questions sur la manière de communiquer, toucher et finalement vivre un temps d'animation avec les gens. C'est-à-dire que la posture d'expert, elle nous pose problème, et donc finalement on adopte parfois des postures qui partent d'abord des pratiques des gens et de leur réalité, de leur état de l'art à eux, pour pouvoir ensuite se développer des choses. Donc ma question, c'est celle de la sensibilisation, la mobilisation, et en fait du type de public que vous touchez. Là-dessus, je dirais, alors je sais pas, je prétends pas du tout que c'est la meilleure façon de faire. Moi, c'est un projet que j'ai eu envie de faire parce que à la base, j'aime emmener les gens en montagne aussi pour qu'ils prennent conscience de la richesse environnementale de la montagne, et aussi de sa fragilité. Donc c'est un peu là-dessus que je suis parti. Après, ce qui est clair, c'est que c'est un public de montagnards, et les gens qui ont participé à ça étaient déjà un minimum sensibilisés aux différentes questions d'environnement, à des degrés très divers. Mais après, je pense que c'est pas... forcément, on ne va pas avoir les mêmes propositions pour des gens qui n'ont pas du tout de sensibilisation sur l'environnement. Et je pense que c'est intéressant de partir de ce qu'on vit au quotidien pour ensuite parler de réchauffement climatique. Alors nous, on l'a fait en fait, au début, on avait dit qu'on voulait le faire plutôt au début de la semaine, et en fait, on l'a fait à la fin de la semaine. On a eu un temps d'échange, on a profité d'un temps d'échange parce qu'il pleuvait le matin dans un refuge pour vraiment poser des questions sur ce qu'on vivait,
sur comment on essayait d'allier nos préoccupations environnementales avec notre quotidien. Et ça, en fait, on l'a fait plus à la fin du projet, mais je pense que c'est quelque chose qui est très pertinent. Une dernière question? Alors, c'est pas une question, c'est plutôt une remarque par rapport à ces deux questions qui ont été posées, qui, selon moi, revient à ce que vous disiez sur le mettre en débat, en fait, créer un débat de société. Je crois que cette question du changement climatique, et quelle que soit la manière dont on l'aborde, c'est une occasion de remettre du débat dans la société. On a un peu l'impression qu'il ne faut pas de débat parce que c'est pas politiquement correct, ça fait peur, on va avoir des divergences, etc. Mais justement, créons-les, ces divergences, et créons les occasions de pouvoir échanger là-dessus. À mon avis, c'est fondamental si on veut arriver justement à changer de modèle, à changer de paradigme, à passer à quelque chose d'autre et sortir de cette espèce d'ornière où on s'est nous-mêmes piégés quelque part. Donc je comprends que ça puisse être compliqué, notamment dans certains quartiers, auprès de certains types de populations, d'aborder ces questions-là. Finalement, on s'est interrogé sur le changement climatique, les manières de pouvoir répondre au changement climatique. Ça peut être vu par un certain nombre de populations comme des questions de riches, en fait. C'est à partir du moment où on a les moyens de se poser ces questions-là et d'y répondre, on peut en discuter. Quand on n'a pas ces moyens, nos préoccupations, elles sont ailleurs. Mais justement, je pense que remettre ces questionnements-là sur le tapis, et y compris avec un éclairage sur le changement climatique, est quelque chose de fondamental. Et si on ne le fait pas, on va passer à côté de quelque chose d'essentiel pour notre société. Ouais, allez-y. Non, j'ai juste communiqué autrement sur les connaissances sur le changement climatique. Je pense que dans la sémantique, on pourrait peut-être dire sur l'urgence climatique. Oui. Ouais, vas-y. Juste un petit commentaire par rapport à ces différentes questions, parce que, en fait, l'éco-traversée, Vincent l'a dit, c'est quand même un public sélectionné de gens avec qui c'est tout à fait grave. Après, en tant que scientifique, quand on est invité, sollicité pour faire des interventions en public, on est quand même très souvent face à un public qui est plutôt intéressé, qui est déjà dans la démarche. Ce qui pose la question de savoir comment on va vers des publics qui sont peut-être plus réticents pour tout un tas de raisons qui viennent d'être évoquées. Alors, là, il y a un vrai sujet, je pense. Il y a un problème de faire sortir la parole du scientifique des laboratoires. Ça, on le fait un peu, mais on le fait dans des milieux assez contrôlés. Et je pense que plusieurs scientifiques seraient tout à fait prêts à aller dans des milieux moins contrôlés, mais il se trouve qu'on est très peu sollicités pour ça. Alors, c'est pas forcément. Alors, je ne sais pas si on le fait bien ou pas, ça c'est encore un autre sujet, parce que moi j'ai bien conscience de ça, parce que je dis toujours, je suis scientifique, je suis aussi citoyen, moi j'habite dans une petite commune de montagne, et je suis aussi au contact de gens qui sont un peu soit climato-négationnistes, soit sceptiques, dans les degrés. Mais oui, il y a un sujet, je pense qu'il y a un vrai sujet. Et donc, voilà, c'est le genre de réunion qui servira à ça. Merci beaucoup. S'il y a le temps pour la réaction. Je vais essayer de faire très court. Je voulais parler d'un outil qui est la fresque du climat. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous, il y en a déjà qui ont participé à cette animation ou pas. Non? Si. Ah, si, il y en a quelques-uns. Ok. Donc, moi, j'ai fait mercredi, c'était tout récent. Donc, je sais pas. Juste pour dire en des grands principes, et puis ceux qui l'ont déjà fait, vous compléterez votre point de vue, mais ça ne va pas beaucoup. Désolée, oui. On en parlera vite, peut-être. Voilà, c'est ça, on fera un club. Mais voilà, c'était par rapport à cette massification, essayer de sensibiliser le plus de monde possible. En fait, c'est un outil qui a été créé par une association, donc la Fresque du Climat, qui reprend les données du GIEC sous forme de carte et qui nous
demande de faire une fresque du climat. Donc on prend vraiment conscience de, là on parle vraiment de la cause jusqu'aux effets. Et c'est vraiment très intéressant d'avoir à la fois les données scientifiques, mais aussi une bonne vulgarisation. De mon point de vue, en tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a un côté créatif dans l'animation qui dure 3 heures. Après cette fresque, donc, il y a toute une création avec. On utilise les 2 cerveaux, en fait, avec notamment la recherche d'un titre. Et à la fin, on finit par un débat mouvant. Donc, c'est là-dessus que je faisais le lien avec les débats de société dont on vient de parler. Un débat mouvant sur différentes questions qui permet justement ces interrogations, de voir les divergences qu'on peut avoir. Voilà, je trouvais que c'était un outil qui était assez intéressant et donc il faut juste en parler et si on peut en discuter à midi. J'ai oublié de présenter, je m'appelle Juliette Sudan de la GD. On a justement utilisé le débat mouvant aussi dans notre projet pour travailler sur les débats qu'il peut y avoir autour de ça. Voilà. Les outils de l'éducation qui sont très. Et puis c'est vrai que je n'ai pas précisé parce que c'est une autre facette du projet qu'on ne voit pas dans le film. On a travaillé aussi avec une compagnie de théâtre qui est spécialisée sur les enjeux de montagne. Du coup, ils ont créé, ça fait plusieurs années qu'ils créent des petits spectacles de théâtre autour des questions qu'on peut trouver en montagne. Et donc, a priori, on va essayer de retravailler avec eux cette année. C'est la compagnie des non-alignés. Et donc, ils essaient d'utiliser les outils qu'ils utilisaient avant sur les territoires plus urbains pour les appliquer à la montagne, notamment pour faire un espèce de portrait en fait, de la montagne et de ses enjeux. Et bon, peut-être pour finir, donc, le projet se refait cette année, notamment en partenariat avec le label CITEM. Et donc,